J'ai oublié de dire à mon fils que j'avais appelé un technicien pour réparer la caméra de sécurité. Quand j'ai vérifié les images par hasard, j'ai été horrifié de découvrir un sombre secret concernant mon fils et ma belle-fille. 10 minutes plus tard. Le pire est arrivé. J'avais oublié de dire à mon fils que les caméras de sécurité étaient de nouveau opérationnelles. Et le lendemain matin, quand j'ai vérifié les images, mon cœur s'est brisé. Mon fils Ryan et sa femme Jessica ont été surpris en train d'exécuter un plan froid et calculé, simuler un choc électrique et mettre en scène une chute mortelle dans les escaliers de la cave pour faire passer ma mort pour un accident. Le garçon que j'avais élevé seul après la mort de sa mère était là, à calculer les indemnités d'assurance comme si ma vie était une marchandise. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement confronté à une trahison familiale. J'étais devenu la prochaine cible d'un tueur en série. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que l'homme qu'il comptait enterrer avait discrètement tendu un piège dans lequel ils allaient tomber tout droit. Faites une pause un instant et imaginez Steven, assis dans cet atelier, regardant votre propre fils planifier votre meurtre à la caméra. Quel serait votre prochain geste? Commentez ci-dessous avec vos réflexions et dites-moi d'où vous nous regardez. La satisfaction du travail bien fait a toujours été ma plus grande récompense. Debout dans mon atelier ce jeudi après-midi, je passais mes mains usées par le temps sur le système de caméras de sécurité fraîchement réparé, ressentant cette fierté familière issue de 40 ans de travail d'électricien. Le froid d'octobre s'infiltrait par les fenêtres. Mais à l'intérieur de ma maison, la maison que j'ai construite de mes propres mains en 1995, tout semblait chaleureux et sécurisé. Pendant 2 semaines, ces caméras n'avaient été que des décorations coûteuses après qu'une surtension a grillé le circuit principal. Aujourd'hui, après 3 heures de recablage minutieux, chaque objectif était d'une clarté cristalline, chaque microphone captant le moindre son. À 65 ans, mes yeux ont besoin de lunettes de lecture, mais mes mains connaissent encore les systèmes électriques mieux que des hommes 2 fois plus jeunes que moi. Cette maison représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Chaque fil que j'avais passé dans ses murs. Chaque prise que j'avais installée, tout était à moi. Quand Margaret est morte il y a 8 ans, j'avais pensé à vendre. Mais cet endroit contenait trop de souvenirs. De plus, Ryan avait besoin d'un endroit où atterrir quand sa vie s'est effondrée. Et quel genre de père serais-je si je n'aidais pas mon fils unique? Des portières de voiture qui claquent me tirèrent de mes pensées. 17h30 précise. Ryan et Jessica étaient ponctuels pour nos dîners hebdomadaires. Je m'essuyais les mains et me dirigeais vers la porte d'entrée, entendant le rire de Jessica depuis l'allée. Ce rire me charmait autrefois, quand Ryan l'avait ramené à la maison pour la première fois il y a 3 ans. Dernièrement, il y avait quelque chose de calculé dans ce rire. Papa. La voix de Ryan portait une gaieté forcée que je remarquais de plus en plus souvent. Comment va la vieille maison? J'enlaçai mon fils, sentant à quel point il avait maigri. On ne se plaint pas. Je me suis occupé avec quelques travaux d'électricité dans la maison. Tu sais comme je déteste laisser les choses s'accumuler. Jessica s'avança avec ce sourire parfait qui n'atteignait jamais ses yeux. Steven, vous travaillez trop. Un homme de votre âge ne devrait pas grimper partout pour réparer des choses. C'est à ça que servent les professionnels. Les professionnels facturent ce que je gagne en une semaine pour un travail que je peux faire en un après-midi, répondis-je en les faisant entrer. Et puis, ça occupe ses vieilles mains. Pendant le dîner, je les observais plus attentivement que d'habitude. C'était peut-être l'électricien en moi, entraîné à remarquer quand les circuits ne fonctionnent pas correctement. Jessica n'arrêtait pas d'orienter la conversation vers la maison, posant des questions sur la valeur de la propriété, se demandant si j'avais envisagé de mettre à jour mon assurance. Ryan évitait à peine mon regard, donnant des réponses vagues sur sa recherche d'emploi qui ne tenait pas la route. Des nouvelles de ses entretiens, demandai-je en coupant mon rôti. Ryan se tortilla mal à l'aise. Le marché est difficile, papa. Mais j'ai des pistes prometteuses. C'est merveilleux, intervint doucement Jessica. Steven, vous êtes si généreux avec cette allocation mensuelle. $700, ça aide tellement. La façon dont elle l'a dit me donna la chair de poule, comme si c'était leur dû, et non mon choix d'aider ma famille. En parlant de la maison, continua Jessica, avez-vous pensé à mettre à jour votre système de sécurité? Ces vieilles caméras ne sont probablement plus très fiables. J'allais mentionner que je venais de passer l'après-midi à remettre le système en parfait état de marche quand le téléphone sonna. C'était Madame Patterson, la voisine, affolée par une fuite d'eau dans sa cave. Pourrais-je y jeter un œil?
Son défunt mari s'était toujours occupé de ces choses. Bien sûr, Hélène. J'arrive tout de suite. Je raccrochai et me tournai vers Ryan et Jessica, qui prenaient déjà leur manteau. Désolé, les enfants. Le devoir m'appelle. Pas de problème, papa, dit Ryan, évitant toujours mon regard. On devrait y aller de toute façon. Je les accompagnai jusqu'à la porte, ce pressentiment grandissant. Quelque chose clochait ce soir. Les questions insistantes de Jessica sur la sécurité. L'inconfort évident de Ryan. Mais Madame Patterson avait besoin d'aide, et les voisins passaient en premier. Alors que leur voiture s'éloignait, je réalisai que j'avais complètement oublié de mentionner que les caméras fonctionnaient à nouveau. L'appel téléphonique avait entièrement interrompu le fil de mes pensées. Demain, je leur dirai autour d'un café et ferai un test complet de tout le système. Après 40 ans à résoudre des problèmes électriques, j'avais appris que la meilleure façon de déceler les problèmes était d'observer tout quand les gens pensent que personne ne regarde. Le vendredi matin arriva avec cette clarté vive d'octobre qui rendait tout plus net. J'avais mal dormi, mon esprit ressassant l'étrange tension du dîner de la veille. À 10 heures, j'étais dans mon atelier avec un café frais, prêt à effectuer ce test complet du système de sécurité. Les multiples moniteurs s'animèrent avec une clarté satisfaisante. Chaque angle de ma maison était affiché en haute définition, la captation audio si claire que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur. 40 ans de travail d'électricien m'avaient appris à apprécier les installations de qualité. Et ce système rivalisait avec tout ce que les professionnels facturent des milliers de dollars pour installer. J'étais en train de régler les angles des caméras quand j'entendis une clé dans ma porte d'entrée. L'horodatage indiquait 10h15. À travers la caméra du salon, je vis Ryan et Jessica entrer, se déplaçant avec l'assurance désinvolte de ceux qui sont chez eux. Mais ils n'étaient pas censés être là. Ryan avait parlé d'entretien d'embauche, Jessica de course. Mon doigt plana sur l'interphone quand quelque chose dans leur comportement me glaça sur place. Ils regardaient autour d'eux avec précaution, vérifiant les coins, écoutant pour déceler ma présence. Ce n'était pas une visite familiale amicale. Puis j'ai compris. Ils n'avaient aucune idée que les caméras fonctionnaient. L'appel de la veille m'avait interrompu avant que je ne mentionne la réparation. Ils croyaient toujours que le système était hors service. Ils pensaient être invisibles. Parfait, dit Jessica, sa voix d'une clarté cristalline à travers l'audio. Il n'est pas là, et ses caméras sont toujours en panne depuis la surtension. Ryan semblait mal à l'aise, s'agitant nerveusement. Fouiller dans ses papiers personnels, ça ne se fait pas, Jess. Ça ne se fait pas? Le rire de Jessica n'avait rien du son charmant que j'avais connu. C'était froid, calculateur. Ryan, nous en avons discuté. Dimanche matin. On fait passer ça pour un accident électrique dans la cave. Ton père bricole toujours là en bas. Totalement crédible. Mon sang se glaça. Dimanche matin. Accident électrique. Il ne prévoyait pas de me voler. Il prévoyait de me tuer. L'assurance vie à elle seule s'élève à 200 000 $, continua Jessica en sortant des dossiers de mon bureau dans la chambre. Plus la valeur de la maison, plus de 600 000 $ au total. Assez pour payer tes dettes de jeu et recommencer à zéro. Le visage de Ryan devint blême. Je sais que l'argent résoudrait tout, mais c'est mon père, Jessica. Ton père qui a contrôlé ta vie pendant 32 ans, lança-t-elle sèchement. Harold Peterson a été plus difficile à convaincre que toi, et ça a parfaitement fonctionné. Harold Peterson. Ce nom ne me disait rien, mais son ton désinvolte me fit frissonner. Qui est Harold Peterson? Demanda Ryan. Jessica sourit. Ce sourire parfait que j'avais trouvé charmant autrefois. Un vieil homme à Toledo avec une belle maison et une nature confiante. Le certificat de décès indiquait des causes naturelles. Pas d'enquête nécessaire. Dorothy Mitchell à Akron, c'était encore plus facile. La pauvre est juste tombée dans les escaliers après avoir cédé sa propriété. La pièce se mit à tourner autour de moi. Ce n'était pas du désespoir ou de la cupidité familiale. C'était un mode opératoire. Jessica était une prédatrice et j'étais sa dernière cible. Tu ne m'as jamais dit qu'ils étaient vraiment morts, murmura Ryan. Qu'est-ce que tu croyais qu'il s'était passé? Qu'ils avaient déménagé en Floride? La voix de Jessica suintait le mépris. Ryan, grandis un peu. C'est comme ça que le monde fonctionne.
Les faibles sont dévorés par les forts. Je regardais mon fils, le garçon que j'avais élevé seul, hocher lentement la tête en signe d'accord. Tout ce qu'il y avait de bon en lui était systématiquement détruit par le poison de cette femme. Dimanche matin, 8 heures, continua Jessica en étalant des documents sur ma table basse comme un général planifiant une campagne. Choc électrique dans l'atelier de la cave, chute dans les escaliers. Appel au 911 retardé. À midi, nous serons des membres de la famille éplorés avec un avenir rentable. 2 jours. J'avais 2 jours avant qu'il ne prévoie de m'assassiner dans ma propre maison. Assis au milieu des outils et des compétences qui avaient bâti ma vie, je réalisais qu'oublier de mentionner ces caméras avait peut-être été l'erreur la plus chanceuse que j'ai jamais faite. Jessica avait déjà tué 2 fois, mais elle n'avait jamais ciblé quelqu'un qui pouvait la voir venir. Le chasseur venait de devenir la proie, et elle ne le savait même pas encore. L'horloge de mon tableau de bord indiquait 12h45. En me garant sur le parking de Sullivan et Associés, mes mains étaient stables, plus stables qu'elles ne l'avaient été de toute la matinée, car maintenant j'avais un plan. Le choc de la découverte était derrière moi. Ce qui m'attendait, c'était l'action. Le bureau de Catherine Sullivan sentait le cuir et la détermination. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 50 ans, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. J'avais appelé à l'avance, utilisé le mot « urgence », et elle avait libéré son après-midi. « Monsieur Brox, vous avez mentionné un complot pour meurtre au téléphone. Je dois tout entendre. » Je fis jouer les enregistrements sur mon téléphone. La voix de Jessica emplit la pièce. Dimanche matin, 8 heures. Choc électrique dans l'atelier de la cave. Chute dans les escaliers. Appel au 911 retardé. L'expression de Kate se durcit à chaque mot. Ce n'est pas de la cupidité familiale désespérée, Monsieur Brox. C'est de la maltraitance de personnes âgées avec homicide. Vous avez mentionné qu'elle a fait référence à des victimes précédentes. Harold Peterson à Toledo, Dorothy Mitchell à Akron, tous deux décédés après des transferts de propriété. Elle tapait déjà sur son ordinateur. Je programme une évaluation d'urgence de vos facultés mentales avec le docteur Hamilton. S'il prévoit de prétendre que vous êtes mentalement inapte, nous avons besoin d'une documentation médicale prouvant le contraire. Pouvez-vous y être pour 14h30 ? Absolument. Bien. J'appelle aussi mon détective privé. Si cette femme a déjà fait ça, il y aura des dossiers. La clinique du docteur Hamilton était à 15 minutes en voiture, à travers des quartiers familiers qui me semblaient soudain étrangers. Tout paraissait identique, mais je voyais tout à travers le prisme de quelqu'un marqué pour mourir dans 36 heures. L'évaluation cognitive fut approfondie, test de mémoire, exercice de résolution de problèmes, questions sur l'actualité. Le docteur Hamilton était mon médecin depuis plus de 10 ans, et son inquiétude était sincère. Steven, votre fonction cognitive est excellente, meilleure que celle de la plupart des hommes de 20 ans vos cadets. Elle signa la documentation officielle avec autorité. Ce que vous avez décrit n'est pas de la paranoïa. C'est l'instinct de survie qui répond à une menace réelle. À 15h30, j'étais de retour dans le bureau de Kate, où son détective avait des nouvelles qui changeaient tout. Jessica Williams n'existe pas, annonça-t-il en étalant des documents sur le bureau de Kate. Son vrai nom est Jennifer Walsh. Elle est recherchée en lien avec 2 morts suspectes, Harold Peterson à Toledo et Dorothy Mitchell à Akron. Les 2 affaires restent des enquêtes ouvertes. Kate se pencha en avant. Des mandats d'arrêt en cours ? Des mandats d'arrêt actifs en Ohio. Fraude financière, maltraitance de personnes âgées, et maintenant suspicion d'homicide. La police locale peut l'arrêter sur le champ. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Jennifer Walsh était une prédatrice spécialisée dans les victimes âgées. Et Ryan me l'avait livré comme un cadeau emballé. Quel est notre délai ? Demanda Kate. Il prévoit le meurtre pour dimanche matin. Ça nous laisse. Je vérifiai ma montre. 41 heures. Plus qu'assez. Kate attrapait déjà son téléphone. J'appelle le détective Frank Morrison. Il dirige l'unité des crimes contre les personnes âgées. Avec les mandats existants et vos preuves enregistrées, nous pouvons la mettre en garde à vue avant qu'elle ne comprenne ce qui lui arrive. Et pour Ryan ? L'expression de Kate s'adoucit légèrement. La complicité de meurtre est passible d'une lourde peine, mais s'il coopère et témoigne contre elle, il pourrait y avoir des options.
Les enregistrements montrent clairement quel est le cerveau de l'opération. À 16h30, notre stratégie était établie. Le lendemain matin, le détective Morrison examinerait toutes les preuves. L'évaluation médicale me protégeait contre toute contestation de mes facultés. Les mandats d'arrêt en cours donnaient à la police l'autorité pour une arrestation immédiate. Monsieur Brox, dit Kate alors que je me préparais à partir. Vous avez fait quelque chose de remarquable ici. La plupart des victimes de maltraitance ne voient jamais le coup venir. Non seulement vous avez détecté la menace, mais vous êtes en train d'arrêter un tueur en série. En marchant vers ma voiture, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La satisfaction d'un plan qui se met en place. Jennifer Walsh avait fait une erreur cruciale. Elle avait supposé que j'étais juste un autre vieil homme sans défense, attendant d'être victimisé. Demain, elle apprendrait que certaines proies se défendent. L'air du soir portait l'odeur des feuilles d'automne et des possibilités. Dans 37 heures, soit je serais mort dans ma cave, soit Jennifer Walsh serait menottée. Je savais sur quel résultat je pariais. La maison me parut différente quand je rentrais ce soir-là. Même mur, même meuble, mais maintenant chaque recoin pouvait contenir une preuve. J'exécutais ma routine d'avant-dîner avec une normalité étudiée, tandis que mon système de surveillance amélioré capturait tout avec une clarté cristalline. Ryan et Jessica arrivèrent à 6 heures précises, leur sourire du vendredi soir aussi prévisible qu'une horloge. Mais ce soir, j'écoutais plus que la conversation du dîner. « Comment s'est passée ta journée, papa » demanda Ryan en s'installant dans son fauteuil habituel. « Productive » répondis-je, ce qui était l'euphémisme du siècle. Je me suis occupé d'affaires importantes en ville. Les yeux de Jessica s'aiguisèrent légèrement. « Oh, quelque chose d'intéressant ?» Juste des courses de vieil homme. Rendez-vous chez le médecin, paperasse. Tu sais ce que c'est. Le mensonge vint facilement. Laissez-les penser que je n'étais qu'un vieil imbécile traînant ces derniers jours. Pendant le dîner, Jessica s'excusa pour passer un coup de fil. Grâce au système audio amélioré, sa voix me parvint parfaitement depuis la cuisine. Vinny, c'est Jennifer. Dimanche matin est confirmé. Oui, 8 heures précises. Non, le vieil homme ne se doute de rien. Assure-toi que ton équipe de nettoyage soit prête pour 10 heures. Vinny, un autre joueur dans ce jeu mortel. Je notai le nom alors que Jessica revenait à table avec ce sourire étudié. Désolé pour cet appel professionnel. Après le dîner, ils passèrent au salon pendant que je faisais la vaisselle. Mes oreilles étaient à l'écoute de chaque mot grâce au système de surveillance. Je ne peux pas continuer à faire ça, la voix de Ryan était à peine un murmure. Le regarder dans les yeux, en sachant ce que nous prévoyons. Ryan, on en a déjà parlé. La patience de Jessica s'amenuisait. Tu dois 50 000 $ à des gens qui brisent des jambes pour les retards de paiement. Ta date limite est lundi matin. Que penses-tu qu'il se passera si nous n'allons pas jusqu'au bout? 50 000 $ de dette de jeu soudain, le désespoir de Ryan prit tout son sens. Il doit y avoir un autre moyen, plaida-t-il. Il n'y a pas d'autre moyen, la voix de Jessica devint tranchante. Tu crois que ça me plaît? Tu crois que je voulais devenir ce que je suis? Mais c'est de la survie, Ryan. Soit ton père meurt, soit c'est toi. Choisis. La brutalité désinvolte de ces mots me stupéfia. Mon propre fils réduit à ce calcul impossible. Parle-moi de Vinny, dit Ryan après un long silence. Vincent Castellano. Il s'occupe de la partie technique. Faux documents, opération de nettoyage, gestion des témoins. Il fait ça depuis 20 ans dans cet état. Jamais été pris. Gestion des témoins. Parfois, les voisins deviennent curieux. Parfois, de vieux amis posent trop de questions. Vinny gère ces situations. L'ampleur de cette opération devenait claire. Ce n'était pas seulement un meurtre. C'était du crime organisé avec un nombre de victimes s'étendant sur plusieurs États. Dimanche matin, 8 heures, continua Jessica, sa voix maintenant professionnelle. Tu seras là tôt, soi-disant pour prendre des nouvelles de ton père. Je serai dans la cuisine à faire du café. Il descendra à l'atelier de la cave comme il le fait toujours. Et puis, accident électrique. L'atelier a des fils dénudés, du vieil équipement. Très crédible pour un homme de son âge qui insiste pour faire ses propres réparations. On le trouvera en bas des escaliers de la cave.
Et si quelqu'un enquête? Ils ne le feront pas. Vinny sera là à 10h pour s'assurer que la scène a l'air parfaite. À midi, nous serons des membres de la famille éplorés en train d'organiser des funérailles. Je me tenais à l'évier de la cuisine, lavant machinalement la même assiette encore et encore, pendant qu'il planifiait ma mort avec l'efficacité d'une réunion d'affaires. L'argent de l'assurance est débloqué en 30 jours, ajouta Jessica. La vente de la maison peut se faire dans les 60. Nous serons dans un autre état avec de nouvelles identités avant que quiconque ne pense à poser des questions. Nouvelles identités, bien sûr. Jennifer Walsh n'était probablement qu'un nom parmi une longue liste de pseudonymes. À 21h, ils étaient partis, me laissant seul avec le poids de ce que j'avais appris. Je passais l'heure suivante à revoir chaque enregistrement, à sauvegarder les fichiers sur plusieurs supports, créant une chaîne de preuves indestructible. 34 heures. C'était tout le temps qu'il me restait avant qu'ils ne s'attendent à me trouver mort en bas des escaliers de ma propre cave. Mais Vincent Castellano et son équipe de nettoyage allaient découvrir que certains vieillards ne meurent pas en silence. Le samedi matin apporta le genre de clarté qui précède une tempête. J'étais debout avant l'aube, café à la main, passant en revue la liste de contrôle final qui déterminerait si je vivrais ou mourrais dans 20 heures. L'atelier de la cave, le lieu choisi pour le meurtre, nécessitait une couverture supplémentaire. J'installai 2 micro-caméras au plafond, les positionnant pour capturer chaque angle où il prévoyait de mettre en scène mon accident. L'ironie ne m'échappa pas. Ils avaient choisi la seule pièce de la maison où j'avais un avantage technique complet. À 8h30, j'avais des systèmes d'enregistrement de secours dans toute la maison, chacun invisible pour quiconque ne les cherchait pas. Le stockage sur le cloud garantissait que même s'ils détruisaient mon équipement, l'épreuve survivrait. Le bureau du détective Morrison sentait le vieux café et la détermination. Il était exactement ce que j'avais espéré, un professionnel aguerri qui avait vu assez de cas de maltraitance de personnes âgées pour reconnaître le vrai du faux. Monsieur Brox, j'enquête sur les crimes contre les seniors depuis 15 ans. Ce que vous avez découvert ici est l'opération la plus sophistiquée que j'ai jamais vue. Je lui fis écouter les enregistrements. Son expression s'assombrit à chaque révélation. Jennifer Walsh, dit-il en affichant des dossiers sur son ordinateur. Nous la suivons à travers 3 États. Des mandats d'arrêt en cours pour fraude et suspicion d'homicide à Toledo et Akron. Vos preuves nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Quel est le plan? Demain, 7 heures. Nous positionnons des équipes tactiques autour de votre propriété. Au moment où elle et votre fils arriveront, nous interviendrons. Avec les mandats et vos preuves de complot enregistrées, l'affaire est solide. Et Vinny Castellano? Morrison sourit sombrement. Vincent Castellano est sur notre radar depuis 2 décennies. S'il se présente pour le nettoyage, nous l'attendrons. Cela pourrait démanteler tout un réseau criminel. La protection juridique prit 1 heure de plus. Kate avait préparé des documents qui verrouillaient chaque aspect de ma vie financière. Compte gelé contre tout accès non autorisé. Transfert de propriété bloqué, directive médicale en béton. Ils ne peuvent plus rien toucher maintenant, m'assura-t-elle. Même si quelque chose tourne mal demain, vos biens sont complètement protégés. Et les enregistrements? Légalement obtenus sur votre propre propriété avec une suspicion raisonnable d'activité criminelle. Ils sont recevables et dévastateurs. N'importe quel procureur décent qualifierait cette affaire de cadeau. À midi, j'étais de retour chez moi, entouré par le bourdonnement silencieux des caméras cachées et des systèmes de secours. Tout était prêt. Les forces de l'ordre professionnel, la protection juridique, la documentation médicale et suffisamment de preuves pour envoyer Jennifer Walsh en prison à vie. Je parcourus ma maison, la regardant vraiment pour la première fois depuis des jours. Chaque pièce contenait des souvenirs de la vie que j'avais construite ici, du fils que j'avais élevé, de l'avenir que j'avais prévu. Demain, ce fils franchirait ma porte d'entrée, avec l'intention de me regarder mourir. Mais il tomberait dans un piège préparé pendant 40 ans. Le téléphone sonna. La voix du détective Morrison était calme mais urgente. Monsieur Brox, nous venons d'apprendre que l'équipe de Castellano est déjà à Cleveland. Ils prennent ça au sérieux. Nous aussi, répondis-je. Oui, monsieur. Essayez de vous reposer cette nuit. Demain sera intense, mais vous avez tout fait correctement. La série de meurtres de cette femme s'arrête avec vous. Après avoir raccroché, je me tins dans mon atelier, entouré des outils qui avaient construit ma vie et qui allaient maintenant la sauver. Jennifer Walsh avait fait une erreur de calcul fatale.
Elle avait supposé que j'étais juste une autre victime sans défense. Demain matin, elle découvrirait que certaines proies sont équipées dedans. Plus que 20 heures. J'étais prêt. Le dernier repas. C'est ce qui me tournait en tête en mettant la table pour 3. Dans 14 heures, Ryan et Jessica s'attendaient à me trouver mort en bas des escaliers de ma cave. Au lieu de cela, ce seraient eux qui affronteraient une fin bien différente. Ils arrivèrent à 6 heures précises, Ryan portant des fleurs, une touche qui aurait pu être douce si je ne savais pas qu'il prévoyait d'assister à mes funérailles le lendemain après-midi. « Papa, tu as l'air fatigué », dit Jessica en s'installant dans son fauteuil avec une inquiétude étudiée. « Tu te sens bien ?»« Très bien », répondis-je en servant le rôti que j'avais passé l'après-midi à préparer. « J'ai hâte de passer un dimanche tranquille à la maison. » L'ironie leur échappa, mais pas à moi. Pendant le dîner, Jessica sortit un dossier en manille. « Steven, je sais que cela peut sembler soudain, mais nous avons réfléchi à votre situation d'assurance. Ces formulaires n'ont besoin que d'une signature rapide pour mettre à jour vos bénéficiaires. » Je jetai un coup d'œil aux documents, des papiers à l'aspect juridique qui me feraient probablement céder toutes mes économies. Pourquoi cette précipitation? Ça ne peut pas attendre lundi? Eh bien, l'agent a dit qu'il pourrait y avoir des changements de taux si nous ne traitons pas ça d'ici demain. Son sourire était parfait. Mortellement étudié. C'est vraiment juste une formalité. Ryan fixait son assiette, incapable de croiser mon regard. Ses mains tremblaient légèrement en coupant sa viande. « Tu sais, Jessica, dis-je d'un ton conversationnel, j'ai quelques problèmes de mémoire ces derniers temps. Parfois, j'oublie les choses les plus simples. Pas plus tard qu'hier, j'ai complètement oublié de vous mentionner quelque chose d'important. » Ses yeux s'aiguisèrent. « Oh, qu'est-ce que c'était? » « Ça me reviendra, dis-je en prenant une autre bouchée. Ces choses vous reviennent quand on s'y attend le moins. » Après le dîner, ils passèrent au salon pendant que je nettoyais, leur voix portant clairement à travers mon système audio amélioré. « Il semblait plus confus que d'habitude, » murmura Jessica. « Tu as vu comment il a eu du mal avec ses formulaires d'assurance? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout, dit Ryan désespérément. S'il se dégrade naturellement, peut-être qu'on devrait juste attendre. Ryan, sa voix coupa comme une lame. Tes créanciers se fichent du déclin naturel de ton père. Ils veulent 50 000 $ lundi matin où ils commencent à casser des os. On s'en tient au plan. 8 heures demain. 8 heures précises. Tu seras là tôt pour prendre de ses nouvelles, comme le fils dévoué. Je ferai du café dans la cuisine. Il descend à la cave comme il le fait toujours le dimanche matin. Et puis, accident électrique. Le câblage là en bas est ancien, parfait pour ce dont nous avons besoin. Il tombe dans les escaliers. On appelle le 911 en panique. Le temps que les secours arrivent, il est trop tard. Je me tenais à l'évier, lavant la vaisselle machinalement, pendant qu'il chorégraphiait ma mort. Et après, demanda Ryan. Vinny arrive à 10 heures pour le nettoyage. S'assurer que tout a l'air parfait. On joue la famille éplorée, on touche l'argent de l'assurance, on vend la maison. D'ici Noël, on est en Floride avec de nouvelles identités. À 20h45, Jessica sortit pour passer un dernier appel. Par la fenêtre, je la regardais faire les 100 pas dans l'allée. Vinny, c'est Jennifer. Demain, 8 heures. Oui, tout est prêt. L'atelier de la cave, comme on en a discuté. 10 heures pour le nettoyage. Assure-toi d'apporter le matériel électrique pour mettre en scène la scène correctement. Quand elle revint à l'intérieur, son masque était fermement en place. Bon, on devrait te laisser te reposer, dit-elle en m'embrassant sur la joue avec des lèvres qui auraient pu être de glace. Grosse journée demain. Oui, acquiesçai-je. J'ai le sentiment que demain sera très mémorable. Après leur départ, je parcourus ma maison une dernière fois, vérifiant chaque caméra, chaque système de secours, chaque élément de preuve qui mettrait fin à la série de meurtres de Jennifer Walsh pour toujours. 11 heures. Dans 11 heures, l'équipe tactique du détective Morrison serait en position. Dans 13 heures, Ryan et Jessica franchiraient ma porte d'entrée en s'attendant à commettre un meurtre. Au lieu de cela, ils tomberaient dans le piège le plus complet que j'ai jamais construit. Je me versai un verre de whisky, ce que je faisais rarement, et m'assis dans mon fauteuil préféré. Demain matin, soit la justice serait rendue, soit je serais mort. Mais ce soir, pour ces dernières heures,
j'étais toujours Steven Brox, et j'étais prêt pour la guerre. Le compte à rebours était presque terminé. 7 heures précises. J'attendais dans le salon quand j'entendis leur clé dans la serrure. Ryan entra le premier, des fleurs à la main, son accessoire pour son alibi d'être la taupe. Jessica suivit, portant un thermos de café et le masque d'une belle fille dévouée. « Papa, tu es debout de bonne heure, » dit Ryan, sa voix soigneusement enjouée. « On a pensé venir voir comment tu allais avant. »« Avant que vous ne me tuiez à 8 heures, » dis-je calmement. Le silence qui suivit fut absolu. Les fleurs glissèrent des doigts de Ryan, s'éparpillant sur mon tapis comme des preuves sur une scène de crime. Jessica se reprit la première, ce sourire étudié se mettant en place. « Steven, quelle chose étrange à dire. Te sens-tu confus ce matin ? » Pas confus du tout. Je saisis la tablette à côté de ma chaise. Laissez-moi vous montrer à quel point ma pensée est claire. Le premier enregistrement emplit la pièce. La voix de Jessica, d'une clarté cristalline grâce à mon système audio amélioré. Dimanche matin, 8 heures. Choc électrique dans l'atelier de la cave. Chute dans les escaliers. Appel au 911 retardé. Le visage de Ryan devint blanc comme un linge. Le masque de Jessica se fissura enfin. « Tu nous as enregistrés » murmura-t-elle. « Depuis 3 jours. » Chaque mot, chaque plan, chaque confession. Je fis défiler les fichiers. Harold Peterson à Toledo, Dorothy Mitchell à Akron, ton vrai nom, Jennifer Walsh. Des mandats d'arrêt en cours dans 3 États. C'est impossible, gronda Jessica. Ces caméras sont en panne depuis des semaines. Je les ai réparées jeudi après-midi. J'ai oublié de le mentionner vendredi matin. L'erreur la plus chanceuse de ma vie. Je me levai, me sentant plus fort que je ne l'avais été depuis des années. Tu vois, Jennifer, tu as fait une erreur fatale. Tu as supposé que j'étais juste un autre vieil homme sans défense. Ryan s'effondra dans un fauteuil, le visage dans les mains. Papa, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu ça. Les dettes de jeu, les menaces. 50 000 $, dis-je. C'est ce que valait ma vie pour toi. Ça ne devait pas se passer comme ça, la voix de Ryan se brisa. Elle a dit que ça aurait l'air naturel, que personne ne serait blessé. Personne ne serait blessé ? Je fis jouer un autre enregistrement. La voix froide de Jessica décrivant la mort d'Harold Peterson. L'accident de Dorothy Mitchell. Elle a déjà tué, Ryan. Tu ne l'aidais pas à commettre une fraude. Tu l'aidais à commettre un meurtre. Le sang-froid de Jessica vola complètement en éclats. Tu ne comprends pas ce que c'est, dehors. Ces vieux imbéciles assis sur des fortunes pendant que les jeunes luttent. Alors tu as décidé d'accélérer le processus d'héritage. Ils allaient mourir de toute façon. J'ai juste rendu ça rentable. L'aveu était parfait, capturé en haute définition par des caméras dont elle ignorait l'existence. Mais je n'avais pas fini. Parle-moi de Vincent Castellano, dis-je. Qui ? Mais ses yeux la trahirent. Vinny, ton spécialiste du nettoyage. L'homme que tu as appelé hier soir pour coordonner la suppression des preuves après mon meurtre. Ryan leva brusquement les yeux. Meurtre ? Tu avais dit que ce serait un accident. Ça l'aurait été, lança Jessica, si ton père ne s'était pas transformé en une sorte d'expert en surveillance. En fait, dis-je en vérifiant ma montre, Vinny ne vient pas. Aucun membre de ton réseau n'est plus opérationnel. Comme par un signal, la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Le détective Morrison entra avec son équipe tactique, arme au poing, badge visible. Police de Cleveland. Personne ne bouge. Kate Sullivan suivit, portant une mallette pleine de documents juridiques. Jennifer Walsh, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude envers une personne âgée et pour des mandats d'arrêt en cours concernant les décès de Harold Peterson et Dorothy Mitchell. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon. La lecture des droits Miranda, les menottes et le démantèlement systématique d'une entreprise criminelle qui avait opéré dans plusieurs États pendant des années. Depuis quand savais-tu ? Demanda Ryan alors qu'on le menottait. Depuis vendredi matin, répondis-je. Quand je vous ai entendu planifier ma mort. Tu as fait ce choix, Ryan. Quand elle t'a donné le choix entre ma vie et tes dettes, tu as choisi l'argent. Alors qu'on l'emmenait, je ressentis quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, mais de la tristesse.
J'avais élevé ce garçon, je l'avais aimé, je m'étais sacrifié pour lui. Mais l'homme qu'on arrêtait n'était plus mon fils. C'était un étranger qui avait été prêt à me regarder mourir. Le détective Morrison s'approcha alors que la dernière partie de l'équipe tactique quittait les lieux. Monsieur Brox, c'est terminé. Nous avons arrêté 6 membres du réseau Castellano à travers l'Ohio. Cette opération est finie. Je regardais autour de moi dans mon salon, la même pièce où ils avaient planifié mon meurtre, où j'avais rassemblé les preuves qui m'avaient sauvé la vie. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous vivez, dit simplement Morrison. Et Jennifer Walsh ne tuera plus jamais. Dehors, je pouvais entendre les voisins se rassembler, attirés par la présence policière. Bientôt, il y aurait des questions, des journalistes, un procès. Mais pour l'instant, à ce moment précis, j'étais simplement un homme qui avait refusé de devenir une victime. L'horloge sur ma cheminée indiquait 7h45. Il y a 15 minutes, j'étais censé être mort. Au lieu de cela, j'étais enfin, complètement, en vie. 6 mois après l'arrestation, j'étais assis dans la tribune du public au tribunal alors que Jennifer Walsh était condamnée à une peine de 25 ans à la perpétuité pour meurtre multiple, maltraitance de personnes âgées et complot. Les mots du juge, votre prédation calculée sur des personnes âgées vulnérables représente le pire de la nature humaine, résonnaient dans l'air. Quand elle me regarda une dernière fois, je ne vis aucun remords, seulement un calcul froid. J'avais appris que certaines personnes ne peuvent pas être rachetées. La condamnation de Ryan fut plus difficile. Il reçut 12 ans pour complot et maltraitance de personnes âgées. Depuis le banc des accusés, ses yeux contenaient encore le garçon que j'avais élevé, pas l'homme qui avait aidé à planifier ma mort. Le juge rappela à tous que la trahison au sein des familles, là où la confiance est présumée, mérite la plus grande sévérité. Les procès du réseau Castellano se déroulèrent dans 3 États. Vincent Castellano lui-même écopa de plusieurs peines à perpétuité. Le FBI estima que leur opération avait ciblé plus de 30 victimes âgées sur 2 décennies. Mes enregistrements secrets fournirent les preuves cruciales qui démantelèrent l'ensemble du réseau. Cependant, les victoires au tribunal n'étaient que le début de quelque chose de plus grand. Le changement commença dans mon propre quartier avec Madame Patterson, la veuve dont l'appel téléphonique affolé avait déclenché le sauvetage. J'installai un système de sécurité complet chez elle et lui appris à repérer les signes avant-coureurs de la fraude et de la manipulation envers les personnes âgées. Vous m'avez redonné quelque chose que j'avais perdu à la mort de Harold, me dit-elle, tenant la liste de contrôles de sécurité que nous avions créée. Le sentiment que je peux me protéger et faire mes propres choix. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté des seniors de Cleveland. En quelques mois, je conseillais des familles à travers la ville, sécurisant des maisons, auditant des finances et informant les proches sur les tactiques prédatrices. La police locale m'invita à parler lors de réunions communautaires. Le détective Morrison me présenta en disant que j'avais non seulement sauvé ma propre vie, mais que j'avais aussi montré comment les seniors pouvaient se défendre contre les prédateurs qui les supposent sans défense. Le bureau du procureur général de l'Ohio me demanda d'aider à rédiger des protocoles de protection des personnes âgées, et mon histoire devint centrale dans une campagne de sensibilisation à l'échelle de l'État. Le message était simple et puissant, l'âge apporte l'expérience et les compétences pratiques pour reconnaître et résister aux dangers. Le docteur Hamilton resta mon médecin et devint une amie proche et une alliée. Vous avez transformé un traumatisme personnel en une mission pour la communauté, me dit-elle. Ce n'est pas simplement survivre. C'est triompher. Kate Sullivan, mon avocate, et moi-même avons animé des ateliers juridiques pour enseigner aux seniors comment protéger leurs biens et repérer les combines illicites. Ma maison se transforma de cible en forteresse. L'atelier de la cave, qui devait être une scène de meurtre, devint un centre de formation où j'enseignais la sécurité de base et l'autodéfense pratique. Les voisins commencèrent à veiller les uns sur les autres. Nous avons formé un réseau indestructible de soutien mutuel. Madame Patterson organisa des cafés hebdomadaires où nous échangions des rapports d'activités suspectes et célébrions de petites victoires. La douleur de la trahison de Ryan ne s'est jamais complètement estompée, mais elle est devenue utile. Elle a affûté ma compréhension de la manière dont les prédateurs exploitent les liens affectifs et la dynamique familiale. Dans chaque présentation que je faisais, je soulignais une dure vérité, parfois, les plus grandes menaces viennent de ceux en qui nous avons le plus confiance. Des lettres arrivèrent de tout le pays. Des centaines de notes de famille qui avaient entendu l'histoire. Un homme âgé de Floride écrivit que mon exemple lui avait donné le pouvoir de remettre en question le comportement financier suspect de sa famille et d'affronter un petit-fils qui le volait.
Ces lettres étaient des rappels quotidiens de l'importance de ce travail. Jennifer Walsh avait vu les personnes âgées comme des obstacles jetables sur le chemin de la richesse. Chaque senior qui apprenait à se défendre réfutait cette terrible hypothèse. 6 mois plus tôt, j'avais été marqué pour mourir par ma propre famille. Maintenant, je me réveillais dans une maison hérissée de sécurité, entouré de gens qui respectaient plutôt qu'ils n'exploitaient mes décennies d'expérience. Mon calendrier était rempli. Conférences, consultations, café avec des amis qui appréciaient ma présence. La plus grande victoire n'était pas simplement d'avoir survécu à un complot meurtrier. C'était de découvrir que la vraie famille m'attendait depuis toujours dans ma communauté, prête à apprécier ce que j'avais à offrir. Parfois, Dieu nous place dans des situations qui testent non seulement notre survie, mais aussi notre foi en l'humanité elle-même. L'histoire de Stephen nous rappelle que des histoires de trahison comme celle-ci ne concernent pas seulement le crime. Elle parle de la force que nous découvrons lorsque tout ce qui est familier devient dangereux. Lorsque la famille se retourne contre nous, Dieu offre d'autres chemins vers la sécurité et un but. La leçon la plus puissante des histoires de grand-père comme celle de Stephen est que l'âge n'est pas une vulnérabilité. C'est une sagesse accumulée qui attend le bon moment pour briller. Ces histoires de trahison nous enseignent que les prédateurs se cachent souvent derrière l'amour, mais que l'affection véritable n'exige jamais que nous renoncions à notre sécurité ou à notre dignité. Les compétences techniques de Stephen, acquises au fil des décennies, sont devenues son salut lorsque sa famille l'a abandonné. Dieu agit à travers notre préparation et nos liens communautaires. L'oubli d'annoncer la réparation des caméras, l'appel d'urgence de la voisine, les relations professionnelles que Stephen avait cultivées ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des rendez-vous divins qui lui ont sauvé la vie et ont exposé un réseau criminel. La maltraitance des personnes âgées existe parce que nous supposons que l'âge est synonyme d'impuissance. Mais les histoires de grand-père prouvent que l'expérience, la préparation et la foi créent une combinaison imbattable. Lorsque nous honorons la sagesse de nos aînés au lieu d'exploiter leur confiance, nous construisons des communautés où les prédateurs ne peuvent pas prospérer. La transformation de Stephen de victime à défenseur nous montre que Dieu peut utiliser nos moments les plus sombres pour éclairer des chemins de service et de protection pour les autres. À vous de partager votre sagesse. Quelles histoires de trahison ou de grand-père ont façonné votre compréhension de la confiance familiale et de la résilience? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vie inspirantes qui nous rappellent comment la force peut émerger de nos plus grands défis. De quelle ville nous écoutez-vous?